Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes de débat et de reportage. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et c'est un chiffre qui domine l'actu de ce 26 mars. 5,5% comme le niveau de déficit public de la France. Les 4,9 annoncés par le gouvernement ne seront pas tenus. Et c'est un procès en mauvaise gestion que lui font les leaders des oppositions. Comment sortir de cette spirale sans augmenter les impôts? C'est l'équation quasi impossible que doit résoudre Emmanuel Macron. Et ce sera le premier thème de notre débat 100% politique dans un instant. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, une grande voix de notre histoire. Comment voyez-vous votre avenir politique? Eh bien, je vous surprendrai peut-être, mais je ne crois pas avoir ce qu'on appelle un avenir politique. J'ai un passé politique. J'aurai, peut-être, si Dieu le veut, un destin national. Mais c'est autre chose. Georges Pompidou est mort il y a 50 ans, le 2 avril 1974. C'est la fin d'une décennie au pouvoir, à Matignon d'abord, puis à l'Élysée pour celui qui était venu à la politique dans les pas du général de Gaulle avant de s'émanciper de sa tutelle à la fin des années 60. Que reste-t-il des années Pompidou? Quel est son héritage politique? Était-il si moderne? Ne ratez pas notre plongée dans les archives de la Ve République. Ce sera tout à l'heure. Mais d'abord, ce mur de la dette qui se dresse devant Emmanuel Macron et son Premier ministre Audrey Veutaz. Les chiffres sont tombés et ils ne sont pas bons. L'INSEE annonce un déficit public de 5,5% pour la France en 2023, au lieu des 4,9% prévus par le gouvernement. C'est 18 milliards d'euros de plus. La dette grimpe aussi, 110,6% du PIB. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, justifie et demande du sang-froid. C'est un événement exceptionnel qui est lié à des recettes fiscales bien moins élevées que ce que nous attendions. Alors comme il y a un événement exceptionnel, ça demande un effort un peu plus important, ça demande une prise de conscience collective de la nécessité de réduire la dépense dans tous les champs d'action publique, avec beaucoup de méthodes, beaucoup de fermeté, beaucoup de sang-froid. Des économies partout, mais il le redit, pas d'augmentation d'impôts, alors que 75% des Français estiment que le système fiscal est déjà injuste. Pour Pierre Moscovici, le gouvernement qui a péché par optimisme ne doit rien s'interdire pour redresser la barre, même la taxation des plus riches. Personne parmi nos concitoyens ne doit se dire « je paye pour les autres ». Je comprends l'aspiration des Français à se dire il faut que ceux qui ont plus soient aussi concernés par l'effort. Donc tout le monde doit être concerné par l'effort. Si on demande un effort aux Français, partageons-le et partageons-le équitablement. Des idées que les oppositions mettront sur la table jeudi. Elle rencontre Bruno Le Maire pour proposer des solutions. La droite sénatoriale estime qu'elle l'a déjà fait au moment de voter le budget il y a 3 mois. La majorité sénatoriale a proposé d'économiser plus de 7 milliards. Le gouvernement n'en a rien retenu. Et là, il y a 10 milliards qui arrivent et surtout, ça va être beaucoup plus dur. Et je le dis, je crains, si la méthode est trop brutale, je crains un retour des colères et un embrasement social. Jean-François Husson va même plus loin et demande si après ces mauvais résultats, Bruno Le Maire peut encore rester en poste. Emmanuel Macron face au mur de la dette, la lassitude des Français face à la guerre en Ukraine et la popularité des têtes de liste aux élections européennes. Voici les 3 thèmes de notre débat 100% politique avec Mathieu Souquier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes consultant ici spécialisé en sciences politiques. Céline Bragg, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directrice générale de Doxa. Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir, bienvenue. Et Émilie Zapalski, éditorialiste politique. Bonsoir. Bienvenue Émilie, bonsoir. On reviendra évidemment sur les résultats du baromètre au Doxa Mascaré pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale dans un instant. Mais d'abord, ce niveau de la dette, Mathieu Souquier, est-ce que ça peut devenir le boulet d'Emmanuel Macron pour les 3 prochaines années? Alors oui, et je dirais même, avant de parler des 3 prochaines années, ça peut être le boulet quand même de ces prochaines semaines. Alors évidemment, l'INSEE publie ses chiffres et on ne décide pas du moment où on publie ce type de chiffres, mais je dirais que du coup, tout le wording politique autour de cette affaire de dette, d'endettement et de prévision qui était insuffisamment pessimiste, en fait, s'invite dans la campagne des européennes. Et j'avoue que je suis un peu surpris, y compris de la façon dont Bruno Le Maire lui-même, depuis certains jours, alors avec la sortie de son livre, etc., en fait, appuie sur l'accélérateur en la matière. Parce que ce qu'on nous promet
pour de vrai, là, c'est une vraie forme d'austérité. Oui. Et la voie de la rigueur, dit Gabriel Attal. Et promettre une vraie forme d'austérité aujourd'hui, donc encore une fois, à 2 mois d'un scrutin décisif où l'extrême droite, à ce stade dans les sondages, caracole en tête, où effectivement les colères sont encore assez vives. En tout cas, on a vu quelques éruptions de colère encore très récentes. En tout cas, on a le sentiment qu'on a une population qui, elle, voit un grand nombre de besoins devant nous. Il y a les besoins de financer une éventuelle guerre aux frontières, on en reparlera. Il y a une guerre climatique à mener, il y a des investissements très lourds qui ont été chiffrés en la matière. On a le sentiment il y a des services publics qu'on a besoin de réarmer un certain nombre de services publics et que ça aussi, en fait, ça passe par de l'investissement public. Donc des besoins qui sont importants comme jamais et une cure d'austérité qui pourrait être, pour le coup, sévère comme jamais. Donc il y a une espèce d'effet ciseau dont je ne vois pas très bien comment l'opinion pourrait se saisir, en fait, de façon sereine. Ouais. Céline Bracq, cette question de la dette ou de l'endettement, ça fait un petit moment qu'elle est plus prioritaire pour les Français, même pour les Français de droite, on peut dire ça, ou c'est en train d'évoluer? Alors non, ce sujet-là, parce que souvent c'est présenté comme les Français, la France vit au-dessus de ses moyens et les Français n'ont pas du tout cette préoccupation. C'est pas vrai, parce que quand la question est posée dans les sondages, on voit que c'est un sujet de préoccupation pour les 3/4 des Français. Pourquoi de préoccupation? Parce que les Français sont assez pessimistes sur la situation économique de la France et qui savent que ce sujet fait justement nous handicape dans la course avec les autres pays en matière économique. Et c'est un sujet de préoccupation à cause des solutions potentielles qui doivent être trouvées à un moment. Donc au moment de la crise du Covid, le quoi qu'il en coûte a été très populaire, mais a commencé à un peu inquiéter des gens en se disant bon, qu'est-ce qui va nous arriver lorsque le Covid ne sera plus là? Et on en est un peu là aujourd'hui. Et dès qu'il s'agit de solutions du type augmentation d'impôts, même si Bruno Le Maire met ça de côté pour l'instant, ce sont des sujets qui inquiètent beaucoup les gens. Ceux qui étaient, on va dire, les plus lucides au moment du quoi qu'il en coûte ne sont pas surpris par la séquence qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et pourtant, on a entendu Bruno Le Maire, Jean-Sébastien Ferjaux, parler d'un événement exceptionnel. Voilà, comment peut-il dire ça d'une certaine façon? Alors déjà, moi, je constate que l'INSEE a parlé de premiers résultats. Premier résultat, ça veut dire que c'est provisoire. Vraisemblablement, le chiffre définitif sera pire. Si les gens qui lisent Atlantico savent que ça fait des mois qu'on le dit, la dernière loi de finances a été votée sur des hypothèses qui n'étaient pas crédibles. On savait très bien que les hypothèses de croissance qui fondent justement les hypothèses de recettes n'étaient pas crédibles. Il y a structurellement dans ce pays un sujet de sincérité des comptes publics, pas seulement sous ce mandat-là, sous les précédents aussi. D'ailleurs, si j'avais été Bruno Le Maire, j'aurais lu je ne sais plus où que Emmanuel Macron, vous savez, l'avait renvoyé à la sortie de son livre en disant il devrait en parler au ministre des Finances. Je dirais il devrait en parler à son prédécesseur. Qui était le ministre des Finances du temps d'Emmanuel Macron? C'était déjà de François Hollande, c'était justement déjà Emmanuel Macron. Mais au-delà de ça, je pense que l'hypothèse de l'exceptionnel, elle ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Nous ne vivons pas sur une île. Nous vivons dans le même environnement macroéconomique qu'à minima le reste des pays européens. Les chocs extérieurs, le choc énergétique, il y a eu le Covid. Les autres pays européens l'ont vécu tout autant que nous. La France est avec l'Italie, le pays qui a les résultats les plus tragiques en termes de déficit public. Donc c'est structurellement lié à quelque chose qui dysfonctionne dans les finances publiques françaises, qu'à avoir. Moi, je crois pas tellement, parce que précisément, faut pas opposer la nécessité de remettre de l'ordre dans les comptes avec l'austérité, parce qu'on peut se poser la question qu'on ne se pose malheureusement jamais ou très rarement de l'efficacité par euro investi. Juste un exemple, de tous les pays de l'OCDE, la France est celui qui consacre le plus de sa richesse nationale à l'hôpital public. Est-ce que l'hôpital public français fonctionne? Est-ce que vraiment, si nous sommes encore plus loin dans la dépense, ça fonctionnera mieux? Non, c'est une question de restructuration profonde de l'État. Et dernier point, ça ne se fera pas sans bouffée d'oxygène. C'est-à-dire ça ne se fera pas avec la politique que mène à l'heure actuelle la Banque Centrale Européenne. C'est l'angle mort absolu des politiques françaises. Politiquement comme socialement, ça ne sera pas possible sans changement de la politique monétaire menée à l'heure actuelle. Émilie. Je reviens sur la rhétorique utilisée par Bruno Le Maire, l'exception. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a eu une période quand même assez exceptionnelle, le Covid. On ne sait pas comment on aurait réagi si on n'avait pas soutenu l'économie, les salariés. Simplement, cette exception, elle est devenue une habitude. C'est-à-dire que le gouvernement... Dans les chiffres, ça n'explique que très partiellement. C'est surtout sur l'année dernière. Oui, mais c'est sur la suite, sur l'austérité, cette approche que la population peut avoir en entendant période d'austérité. C'est-à-dire que le gouvernement a pris cette habitude comme un guichet. Quelqu'un vient, réclame, agriculture,
on livre. Taxi, on livre de l'argent. Il y a eu un peu un réflexe, comme si le quoi qu'il en coûte ne s'arrêtait jamais. D'ailleurs, on le dit toujours, on s'est habitué à cette perfusion. C'est pas la première équipe exécutive à réagir comme ça face aux crises sociales. C'est particulièrement flagrant. Ça a même commencé avant le Covid. Ça a commencé au moment des Gilets jaunes, où les milliards ont été mis sur la table parce que tout d'un coup, il y avait péril dans la demeure, des gens qui étaient violents à l'extérieur. Et ça a donné cette impression que si on fait assez de bruit, regardez les tracteurs, et ben finalement, au bout d'un moment, on donne quelque chose quand il y a suffisamment de bruit. Et ça, particulièrement, c'est vrai que les autres gouvernements le font, mais là, depuis le Covid et depuis ce quoi qu'il en coûte, on le voit bien, ça ne se termine pas. Et c'est pas que nous qui sommes habitués à la perfusion, c'est le gouvernement qui est habitué à répondre comme ça. C'est-à-dire qu'on ne traite jamais les questions de fond. Qu'est-ce qui fait que l'agriculture française a des problèmes? Qu'est-ce qui fait que l'industrie française a des problèmes? On ne traite pas les problèmes de fond, on éteint les angoisses par un shoot de morphine, d'argent public. On a recherché, je veux bien vous entendre réagir à ça, Mathieu Souquier, mais juste une date, parce qu'on a cherché à quel moment Bruno Le Maire avait dit pour la première fois, ça y est, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. C'était quand même il y a bientôt 3 ans, 2 ans et demi, août 2021 quand même. Moi, j'avais pas l'impression qu'on en était sorti. Bref, Mathieu Souquier. Il y a peut-être un enjeu de cohérence. On parle du quoi qu'il en coûte. Effectivement, le quoi qu'il en coûte, c'était un excès de dépenses ponctuelles pour faire face à une crise exceptionnel. Là, ce que dit Bruno Le Maire, c'est il n'y a pas en réalité de problème de dépenses. On est impeccable sur le niveau des dépenses, ou le niveau des dépenses est en tout cas au niveau de ce qu'on avait prévu. Donc nous sommes de bons gestionnaires. Il y a un défaut de recette. S'il y a un défaut de recette, quand même, c'est une façon d'ouvrir l'idée d'ajuster le niveau de recette et donc de poser derrière la question de l'impôt. Enfin, je veux dire, il y a un tabou manifestement en Macronie, mais la cohérence pourrait être celle-ci. Je ne reprendrai évidemment pas en fait l'idée d'un shoot de morphine ou d'autres chose, d'ailleurs, en fait, une forme d'accoutumance à la dépense publique. Il y a en France, certes... Non, mais à la mauvaise dépense publique. Parce que la dépense publique peut être efficace, elle peut être justifiée. Là, c'est à la mauvaise dépense publique, à celle qui ne règle rien sur le... J'entends, je crois que personne, pour le coup, n'est pour la dépense publique inefficace. La question est de savoir, effectivement, comment on la rend plus efficace. Et je dirais que si quelqu'un avait une réponse aussi claire et nette que cela, ça fait longtemps qu'on aurait tranché ce problème. D'autres États autour de nous en ont quand même des réponses un peu plus claires et plus nettes que la nôtre. Regardons l'efficacité des services publics dans un certain nombre de pays. Je suis pas sûr qu'on fasse tellement pire que les autres. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un poids élevé de la dépense publique, mais qui fait écho chez nous, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, à un surcroît de besoins et un surcroît de demandes de protection. Pendant très longtemps, le débat public, précisément, se focalisait autour du niveau d'impôt et pendant très longtemps, effectivement, les opinions étaient très sensibles à un éventuel ras-le-bol fiscal. Donc la question de l'impôt, elle était décisive. Depuis quelques années quand même, le Covid a joué quelque chose, mais il n'y a pas que le Covid, la question est celle de la protection. Et donc face à un certain nombre de menaces, une demande de protection qui doit prendre plusieurs formes, diverses formes. C'est le vice mental et politique, c'est-à-dire que si on raisonne uniquement en défensif et qu'on ne raisonne pas sur comment faire grandir le gâteau... Ne parlons pas de drogue et de vice en réalité. Il y a juste un certain nombre de besoins collectifs. Non mais si, on oublie quelque chose de fondamental, c'est que ce soit pour la dette ou pour les déficits, elles sont en pourcentage du PIB. Si on fait grandir le PIB, c'est-à-dire si on a de la croissance, nous n'avons pas ces mêmes problèmes de finances publiques. C'est bien parce que là, la croissance s'est effondrée, que les recettes se sont effondrées. Et c'est pas juste de la pensée magique. Les États-Unis, après 2008 ou 2009, la grande crise que nous avons connue en 2008 et 2009, sont entrés dans le cycle de croissance le plus long et le plus fort de toute leur histoire. L'Europe s'est enfermée dans une mentalité de croissance faible, quasiment dans une mentalité déflationniste, à l'instar de ce qu'a connu le Japon pendant plusieurs décennies. Et nous sommes incapables, parce que comme ça se passe à Bruxelles, enfin pas à Bruxelles, pardon, à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, et que les politiques français raisonnent juste sur ce que les Français entendent, donc juste sur la politique budgétaire, on ne regarde pas la politique monétaire. Quand même, cette politique de hausse des taux, c'est ce qui a asphyxié la croissance, pas seulement française, mais de la zone euro. Une réaction, c'était ce matin sur France Inter, celle du premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui tire la sonnette d'alarme justement sur la capacité de la France à continuer d'investir dans un tel contexte. On l'écoute. Comment voulez-vous, avec une dette publique à 110% du PIB, investir dans l'avenir, dans la transition écologique, dans la transition numérique, dans l'éducation nationale, dans l'innovation et la recherche, dans la défense? Comment voulez-vous que nous financions les dépenses que nous devons faire supplémentaires à l'égard de l'Ukraine quand nous sommes endettés? Et je vais donner un dernier chiffre, pardon, je ne veux pas écraser nos auditeurs là-dessus, mais la charge de la dette, c'est-à-dire ce qu'on rembourse annuellement pour cette dette publique, c'est déjà 57 milliards
d'euros. C'est 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Et ce sera 87 milliards d'euros en 2027 si rien n'est fait, voire plus. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous sommes petit à petit étranglés dans notre capacité d'action publique. Les Français voient bien que pour répondre aux problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation, etc., on a besoin d'investir, et ils voient bien qu'on ne peut pas le faire. Quand vous avez une montagne de dettes et un mur d'investissement à construire, ça ne marche pas. Montagne de dettes, mur d'investissement et des solutions proposées par un certain nombre de personnalités politiques. On en parle tout de suite avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Depuis plusieurs jours, la présidente de l'Assemblée nationale porte particulièrement cette proposition d'une nouvelle taxe sur les super profits et les super dividendes de certaines entreprises. Voilà, elle reprend une idée proposée par les députés du MoDem qui proposent de telles taxes au moment de l'examen du budget à l'Assemblée nationale chaque automne depuis plusieurs années. Même chose pour les centristes au Sénat qui font également ces propositions avec le soutien des gauches parlementaires. L'idée est systématiquement écartée par le gouvernement. Mais cette fois-ci, Yaël Braun-Pivet avance des arguments. Écoutez la présidente de l'Assemblée nationale hier. Il ne doit pas y avoir de tabou, aucun. Moi, je dis tout simplement, il faut tout regarder toutes les options. Et donc, évidemment, regarder les options qui concernent les dépenses de l'État, dépenses de fonctionnement. Mais il faut aussi regarder du côté des recettes. C'est du bon sens. Réduire les dépenses, augmenter les recettes quand la situation ne va pas bien. Quand la présidente de l'Assemblée nationale fait une telle proposition, on se tourne vers qui? Évidemment vers Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui est contre. Voilà, il a martelé ce matin, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Seuls les producteurs d'énergie qui ont fait des super profits pourraient être taxés, mais pas plus que ça. C'est ce qu'il faisait dire aux Échos hier que Bercy voulait limiter le débat. Écoutez un extrait de son interview, c'était ce matin chez nos confrères de RTL. Alors on me dit, vous avez qu'à taxer les entreprises. Oui. Enfin, les entreprises, elles payent déjà des impôts. Mais même sur ces super dividendes, ces super profits. On me dit, mais les dividendes sont taxés à 30%. Et je rappelle qu'il y a plus de 3 millions de salariés en France qui ont des actions. Et quand ils les vendent, ils sont taxés. Quand vous augmentez l'imposition sur les dividendes, ça fait bien parce qu'on a l'impression qu'on tape les riches. Vous tapez les salariés actionnaires. Mais donc vous dites faisons oui ou non? très attention. Non. Je dis que je suis opposé à toute augmentation d'impôts. Les choix budgétaires du gouvernement sont dénoncés par les syndicats de salariés. Ce matin, Sophie Binet de la CGT a posté une photo avec le photomontage de Bruno Le Maire en Margaret Thatcher. D'autant que les économies pourraient se faire via une réforme de l'assurance chômage. Une idée dénoncée par la secrétaire générale de l'autre grand syndicat français, la CFDT, Marie-Lise Léon. Écoutez, c'était hier sur notre antenne sur ce plateau. C'est un dogme de mon point de vue et c'est une impasse. C'est-à-dire qu'au regard de la situation financière, on ne peut pas avoir un gouvernement qui nous explique qu'il faut protéger, qu'il faut, quoi qu'il en coûte, permettre à tous les citoyens d'être protégés et aux entreprises, puisqu'il y a eu un certain nombre d'aides massives aux entreprises, de dire aujourd'hui la facture n'est présentée qu'aux travailleurs. Il faut regarder du côté des impôts un meilleur partage des efforts, un impôt progressif que nous portons sur le capital comme ça existe sur les revenus du travail. Voilà, on voit en tout cas que la taxation des super profits agrège de plus en plus de soutien. On pourrait voir avec le gouvernement qu'il serait alors en difficulté sur cette idée avec une alliance entre la gauche et une partie du camp macroniste comme le MoDem. À voir si les parlementaires sont assez nombreux pour voter ces nouveaux impôts contre l'avis du gouvernement. Thomas. Merci beaucoup Quentin. Ce photomontage, j'avoue. Ça vous a plu? Ben oui, ça m'a beaucoup plu avec cette coupe de cheveux tellement années 80 de Margaret Thatcher. On ne peut pas se priver d'un petit bonheur quand même. Surtout Céline Braque, je voulais quand même ce costume, on l'a évoqué tout à l'heure avec Mathieu Souquier, ce costume là de, je sais pas, père la rigueur, on pourrait dire ça, que Bruno, on en est loin, que Bruno Le Maire voudrait endosser. Non mais je me dis, mais comment peut-il plaire aux Français avec un costume comme celui-là? Quelle est sa stratégie d'après vous en jouant cette carte depuis quelques semaines effectivement? Alors Bruno Le Maire est très très stable justement dans l'opinion, et son côté Oui, par la rigueur, c'est vrai que le mot est trop fort, mais en tout cas, c'est l'idée que... l'état des finances publiques françaises. En tout cas, cette image qu'il veut donner a plutôt tendance à plaire aux Français. Dans le palmarès de l'adhésion, il est en 4e position. Voilà, il est en 4e position. Alors, vous voyez, il est très loin d'Édouard Philippe, par exemple, de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, mais il est toujours assez haut quand même, toujours dans les 5 premiers, mais parce que c'est ce qu'on attend de lui à ce poste-là. C'est la difficulté d'ailleurs de Bruno Le Maire en politique, c'est que les Français trouvent que c'est un ministre de l'économie qui est
ministre, qui pour eux n'incarne pas autre chose que cela. Ils ont du mal à l'imaginer ailleurs qu'à Bercy. Je pense que c'est extrêmement rassurant d'avoir pour eux un ministre de l'économie qui tient ce discours-là. Ça ne veut pas dire derrière... C'est ça qu'ils appellent chez lui. Non, parce que ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont satisfaits de la gestion des finances publiques, puisque les Français se montrent extrêmement critiques. Et se montrent extrêmement critiques parce que le sujet des Français, c'est de se dire, au fond, nous, on paye des impôts assez élevés et on a l'impression que d'année en année, ces impôts-là ont l'air d'être extrêmement mal utilisés, puisqu'on nous dit que nos finances publiques sont dans un sale état et qu'on ne va pas pouvoir dépenser plus pour les services publics. Ce qui était la grande question des Gilets jaunes. Que font-ils de notre argent? Voilà, c'est exactement le sujet. On l'a entendu avec Quentin, taxer, alors je suis volontairement un peu caricatural, mais taxer les super profits ou réformer l'assurance chômage, est-ce que ce sont les deux ailes de la Macronie qui s'affrontent là? Oui, d'une certaine façon, et je pense qu'il y a aussi une forme de positionnement politique pour la suite. Bruno Le Maire prend le couloir que Édouard Philippe a en fait déjà lui-même plutôt pris en disant il faut remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue. Qui est un programme de droite relativement classique, en tout cas je ne critique pas, mais on a déjà entendu depuis extrêmement longtemps. Enfin, en tout cas, ça rappelle pour le coup des discours de droite extrêmement classiques. Je dirais que Bruno Le Maire, vraiment, surfe à peu près la même vague qu'Édouard Philippe. Et Yael Braun-Pivet, on voit que, par conviction et ou pour se distinguer, précisément, imagine peut-être prendre le lead sur une forme d'aile gauche en insistant sur la taxation des profits. Peut-être juste un tout petit éclairage par rapport au contexte économique et social. On disait qu'il y avait une opinion très éruptive et prête à se mettre en colère. Alors en particulier parce que sur la question des impôts, elle a le sentiment de ne pas en avoir pour son argent. Libération publiait aussi une enquête aujourd'hui où chacun a le sentiment qu'il paye plus qu'il ne récupère. Donc tout le monde se sent débiteur vis-à-vis de l'action publique. Donc ça, évidemment, c'est explosif. Au-delà de ça, dans le bilan, derrière... 70% des Français sont bénéficiaires nets. Là, j'étais uniquement dans le ressenti. Oui, je suis d'accord. Derrière la question de la dette, il y a la question de l'héritage, du bilan et de l'héritage politique d'Emmanuel Macron. À ce stade, on met à son crédit le fait d'avoir fait reculer le chômage. Sauf que, malheureusement, la courbe du chômage qui baissait, elle vient de s'inverser. Donc on verra ce qu'il en sera dans les 2 prochaines années. Mais on n'est même pas sûr que sur la question du chômage, les choses soient si peu positives que cela. Sur le contexte économique et social, j'observe, même si pour l'instant, encore une fois, c'est assez peu présent dans le débat, en contrepartie de ce chômage qui a baissé, il y a des inégalités qui se sont accrues. Depuis 2017, en fait, en France, les inégalités se sont accrues. Ça n'était par exemple pas le cas entre 2012 et 2017, où le chômage augmentait, mais où la politique fiscale et sociale avait permis de contenir les inégalités en France, contrairement à ce qui se passait dans d'autres pays. Les mesures est très très stable. Oui, mais enfin non. Quand on rentre un peu dans le détail, pardon, mais même si ça n'est pas énorme, les inégalités dans un pays qui revendique l'égalité, les inégalités s'accroissent un peu. Et pire que cela, peut-être pour l'opinion, la popularité de tous les pays de l'OCDE. Non, il faut regarder. Ils sont très peu augmentés. Encore une fois, en tendance. Les données de l'OCDE. Ce qui compte, c'est la tendance quand même. Et la pauvreté s'accroît. C'est-à-dire que la pauvreté augmente et s'intensifie. La proportion de Français pauvres et le niveau de l'intensité de leur pauvreté, ça s'est aggravé. Et ça, pour le coup, je pense que dans un bilan, ça peut être relativement explosif. Allez, il nous reste 20 minutes, on a 2 chapitres encore à aborder. On va donc parler maintenant de la lassitude des Français face à la guerre en Ukraine. Émilie, on sent depuis quelques jours, quelques semaines, la tentation du président de revêtir de nouveau ses habits de chef de guerre, peut-être pour surplomber la campagne des Européennes, un peu comme il l'avait fait lors de la présidentielle. Mais c'était sans compter donc sur ces Français qui ont une opinion en train d'évoluer grâce à la Russie. La guerre là, c'est surtout les Français sont de moins en moins nombreux à considérer la Russie comme un adversaire à combattre. D'après le sondage Odoxa, ils sont 33% seulement, c'est 4 points de moins en un mois. Pour 53% des Français, 2 points de plus, la Russie est un mal nécessaire avec lequel il faut composer. Et pire, les positions du président sur l'Ukraine, l'envoi des troupes au sol, vous vous souvenez, l'appel au sursaut et à ne pas se montrer faible, eh bien ça passe pas du tout, d'après Odoxa, chez les Français. Pour une partie des Français, ces déclarations, elles relèvent plus de la tactique politicienne pour se mettre en valeur que de l'opposition réelle et ferme à Poutine pour défendre les intérêts de l'Ukraine et de la France. Bon, il faut dire que parfois la communication est un peu grossière, proche de celle de Poutine. Je pense surtout aux photos de Macron en pleine séance de boxe, tout muscle dehors. Alors sur ce thème, la France face à la guerre, est-ce que c'est clivant? Est-ce qu'on est sur du 50-50? Oui, il y a un clivage avec d'un côté les sympathisants
partisans Renaissance, évidemment, et les Républicains, convaincus des bonnes intentions du président, et de l'autre, les Insoumis, le Rassemblement national, les socialistes et les écologistes, qui estiment, eux, que ce positionnement va-t-en-guerre cache plutôt un objectif politicien et domestique. Résultat, c'est deux camps qui s'affrontent dans le cadre des élections européennes, les partisans du rapport de force avec l'Ukraine et plutôt ceux qui veulent la paix. Au premier rang de ces partisans de la paix, il y a le Rassemblement national qui, on le sait, caracole toujours en tête des sondages, 30% des intentions de vote. Ça veut dire que la tentative d'Emmanuel Macron de renvoyer le RN à ses ambiguïtés avec la Russie, pour l'instant, ça ne prend pas. Ça n'a pas l'air de prendre tellement, et même à l'inverse, la tête de liste, Jordan Bardella, semble incarner une position d'équilibre, presque raisonnable, un peu pacifiant. Oui pour le soutien à l'Ukraine, non à la guerre avec la Russie, dit-il, dans une sorte de « en même temps » remis à la mode du RN. Les députés de son camp se sont abstenus lors du vote sur l'accord de sécurité avec l'Ukraine. Alors Jordan Bardella, il a deux lignes rouges vis-à-vis du soutien justement à l'Ukraine. C'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui n'est d'ailleurs plus soutenue par une majorité de Français, et ça aussi, ça a bougé. Et il est aussi contre le principe de dissuasion active inscrit dans cet accord. Bardella, il alerte sur les deux campagnes qui sont en train de se mettre en place, l'une qui serait tournée vers le conflit ukrainien, donc Macron, et l'autre, la sienne, selon lui, vers le quotidien et l'avenir des Français. Alors attention à ne pas mener une campagne monomaniaque sur un thème qui finalement a tendance à moins résonner dans la tête des Français, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à dire sur l'Europe, écologie, immigration, agriculture, industrie, enfin il y a beaucoup de choses. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Émilie. En même temps, la campagne, elle est encore longue. Il y a encore 2 mois, oui, 2 mois et demi de campagne. Sauf qu'effectivement, c'est le premier thème qu'Emmanuel Macron a voulu imposer. Céline Braque, là, le baromètre permet vraiment d'évaluer que ça n'a pas pris. Vous pouvez être aussi affirmatif que ça? Oui, parce que il y a le baromètre et il y a les différents sondages qui ont pu être faits depuis les récentes prises d'opposition d'Emmanuel Macron, où l'on voit que non seulement les Français ne sont pas convaincus, mais ils sont, on va dire, un peu effrayés par les prises de position d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que quand il y a une majorité de Français qui nous dit c'est un mal nécessaire avec lequel il faut composer, ça ne veut pas dire que les Français ne s'intéressent pas à l'Ukraine. Depuis le début, les Français considèrent qu'il faut mettre des moyens, qu'il faut envoyer des armes, qu'il faut... Enfin, ils restent sur la position qu'Emmanuel Macron avait initialement. En revanche, cette position d'envoyer des troupes, qui par ailleurs n'a pas été extrêmement explicitée, elle commence à l'être, mais de manière un peu inquiétante. Il y a eu la tribune du chef d'état-major de l'armée de terre, Civis Pacem Parabellum. Si vous voulez la paix, il faut la guerre. Et nous, préparer la guerre. Préparer la guerre, préparons la guerre. Et il explique qu'on a des hommes qui seraient prêts à y aller. Enfin, les hommes sont prêts à y aller. 20 000 hommes en 1 mois. Donc, et ça, ce discours-là, les Français n'y adhèrent pas du tout. Et quelle que soit d'ailleurs leur proximité partisane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris les sympathisants de Renaissance, eh bien, ils sont une majorité à être sur cette position intermédiaire de soutien à l'Ukraine sans envoyer des troupes. Et aujourd'hui, dans le baromètre, pour revenir à votre question initiale, ce que l'on voit, c'est que le président perd un peu de terrain. Oui, on peut regarder les chiffres de popularité d'Emmanuel Macron et ceux de Gabriel Attal. Il perd 1 point à 31%. Mais il faut voir que depuis la fin de l'année dernière, il perd en moyenne 1 point tous les mois. Donc il perd quand même du terrain. Et que, comme dans le même temps, il ne convainc pas les Français sur les sujets qui importent pour eux, les sujets économiques, que les sujets type sociétaux, type IVG, ne sont pas des sujets qui lui permettent, enfin, ça ne lui est pas crédité, ce genre de sujet, eh bien, il n'y a que ce sujet-là qui fait que et Emmanuel Macron et ses différents soutiens ont tendance à perdre du terrain dans l'opinion, tandis que ceux qui ont des discours, au contraire, moins belliqueux, eh bien, ceux-là, au contraire, remonte dans l'opinion. Et on peut regarder la cote de popularité. Comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Oui, on peut regarder la cote de popularité de Gabriel Attal également. Est-il un bon Premier ministre? Il baisse légèrement, 42% de oui, avec 1 point de baisse. Mathieu Souquier, je ne sais pas si vous aviez regardé le premier débat des élections européennes qu'on a diffusé sur notre antenne il y a une dizaine de jours, mais avec un Thierry Mariani qui avait été envoyé par le Rassemblement national à la place de Jordan Bardella, qui a été mis dans les cordes par à peu près tous les autres participants au débat.
Bon, la question de la proximité du Rassemblement national avec la Russie, alors c'est particulièrement frappant quand on parle de Thierry Mariani, mais elle se pose quand même pour le Rassemblement national. Ça ne pèse pas dans l'opinion. Comment vous l'analysez ? Oui, c'était même un choix. J'ai regardé le débat intégralement et je suis un bon spectateur de Public Sénat. Le choix de se remplacer Jordan Bardella par Thierry Mariani était quand même assez étonnant. Tout le monde connaît en fait les accointances de Thierry Mariani avec, non pas la Russie, mais le régime de Vladimir Poutine. Donc, est-ce que c'était une espèce de double signal ou de message subliminal ? C'est-à-dire, on dit à l'opinion française que, bien sûr, Vladimir Poutine est quelqu'un d'infréquentable, mais on envoie son meilleur agent sur le plateau qui organise le premier débat pour les européennes. C'est effectivement assez déroutant. Alors, on verra en tendance ce que ça donne. C'est vrai qu'on a le sentiment, à travers les intentions de vote en faveur de Jordan Bardella et ce que vous évoquiez sur l'évolution de l'opinion française vis-à-vis de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, au moment où le conflit éclate, les choses étaient très tranchées. Non seulement les Français étaient très considérés, et les 2 tiers ou les 3 quarts des Français étaient d'autant plus considérés qu'ils considéraient qu'il y avait un risque à ce que la situation dégénère en 3e guerre mondiale. Donc je veux dire, il y avait une crise réellement aiguë et vécue comme telle par l'opinion française, qui du coup considérait qu'il y avait un camp des méchants et un camp des gentils. Il y avait celui qui envahissait et puis il y avait celui qui se faisait envahir et qui du coup lançait un acte de résistance. On voit bien que 2 ans après, on n'est plus au même niveau et même quelques semaines après, pourtant, l'assassinat de Navalny. C'est-à-dire qu'on a vu que la Russie était un pays plus qu'autoritaire, que c'était une dictature qui enfermait et qui assassinait ses opposants politiques. Et en dépit de ça, et on l'a tous vu quand même, on voit bien que je ne dirais pas que l'opinion française est prête à s'accommoder de certaines choses, et peut-être même les pires, c'est-à-dire l'extrême droite chez nous et l'extrême droite autoritaire en Russie, mais on s'acclimate à quelque chose, c'est incontestable. Ouais. Jean-Sébastien Ferjou, votre avis notamment sur, je reste sur la stratégie d'Emmanuel Macron, hein, je parle pas de l'impact de ses propos sur les autres pays européens, les chancelleries, etc. Parce que ça a sans doute été très tranché au début, mais après on a vu un certain nombre d'opinions évoluer, notamment en Pologne, dans les pays baltes qui sont un peu plus en première ligne que nous. Mais dans la logique de stratégie politique interne d'Emmanuel Macron, qui donc fait cette annonce. Peu de temps après, il y a vote à l'Assemblée puis au Sénat sur l'accord de sécurité signé avec l'Ukraine qui oblige les uns les autres à se positionner, à se déclarer d'une certaine façon. Et encore une fois, je pose un peu la même question. Pour l'instant, ça n'a pas d'effet dans l'opinion. Est-ce que ça veut dire que les Français ne veulent plus qu'on leur en parle, ou est-ce que ça veut dire que finalement, ça n'importe pas les électeurs du Rassemblement national ou même de peut-être la France insoumise qu'il y ait cette proximité éventuelle avec Vladimir Poutine? Je crois qu'il y a vraiment 2 aspects à distinguer, et effectivement sans aller sur le 3e qui serait la manière dont ça a été perçu dans le reste du monde. Il y a la manière dont Emmanuel Macron l'a formulé, la qualité ou la mauvaise qualité plus exactement de son expression, et après il y a le calcul politique que les Français lui prêtent. La manière de l'exprimer, mais avec le narcissisme qui lui est propre. C'est toujours je vais envoyer des types à Odessa ou des mecs, je ne sais plus l'expression qu'il avait employée d'ailleurs rapportée par Le Monde, mais ce jeu-là, il a été très mal perçu, parce que les Français ont compris qu'ils voulaient envoyer en quelque sorte leurs enfants sur le terrain de guerre, ce qui n'a jamais été l'intention. Mais je crois qu'il y a une vraie rationalité à la ligne de fermeté d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il est parfaitement rationnel de poser la question en amont, en cas d'effondrement ukrainien, notamment pendant une éventuelle offensive russe du printemps. Que fait l'Union européenne ? Il vaut mieux se poser la question en amont que se la poser sur le coup. Mais peut-être pas en ces termes-là. En revanche, la manière dont il l'a formulée n'a absolument pas été comprise par les Français. Je pense que Céline ne me démentira pas. Ça a été entendu vraiment comme on va rétablir quasiment la mobilisation et envoyer des jeunes soldats, comme 1914, quoi. C'est la fleur au fusil. Ça a été entendu comme ça parce que son expression était extrêmement maladroite, et au-delà de ça, avec le côté fier à bras qu'on lui connaît. Et deuxième point, sur le calcul politique, on peut toujours se demander, quand on écoute Emmanuel Macron, quelle est la part de hauteur de vue et quelle est la part de cynisme. Effectivement, vis-à-vis du Rassemblement national, il y avait une grande part de cynisme pour essayer de prouver que le Rassemblement national, alors que je pense que les Français n'en doutent pas, par ailleurs, de la proximité du Rassemblement. On peut aussi considérer qu'au début d'une campagne européenne, c'est le bon moment pour poser la question. Oui, mais résumer les enjeux à ça n'a pas forcément de sauce, et surtout, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas forcément compris ce qui s'était passé au Rassemblement national. C'est-à-dire que Jordan Bardella, ça n'est plus Florian Philippot. En changeant de dauphin, ça a changé profondément. Jordan Bardella s'est rendu entre 20 et 30 fois, à ma connaissance, à Rome depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, elle est sur une ligne qui est complètement différente. Elle est sur une ligne, justement,
plus atlantiste de soutien à l'Ukraine. Donc ça a changé. C'est-à-dire que, je vous rejoins, je ne comprends pas la logique qu'il y avait à envoyer Thierry Mariani, qui en l'état d'ailleurs n'est même pas candidat, n'est même pas désigné candidat. Officiellement, il n'est toujours pas sur la liste. Non mais voilà, donc c'est vraiment, la logique m'échappe totalement. En revanche, ce qui se passe en interne au Rassemblement national a changé. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui résume le Rassemblement national à des affreux jojo extrémistes, sans comprendre que les Français, ce qui peut être un procès sur certains points certainement défendable, mais sans comprendre en tout cas que les Français y voient autre chose. Et juste dernier point, parce qu'on peut poser la question, Emmanuel Macron est-il un bon président? La vraie question qui emporte la décision de vote souvent, c'est est-il le moins mauvais des présidents, ce qui n'est pas la même logique, mais enfin quand même vous pouvez décider de voter pour le moins mauvais, même si vous ne le trouvez pas bon. Là, que ce soit sur les finances publiques, sur l'état des services publics, sur la manière de gérer la relation de la France avec l'étranger, est-ce que les Français continuent à se dire qu'Emmanuel Macron est nécessairement plus compétent que les alternatives? Un mot rapide, Émilie, ensuite on parle des têtes de liste européennes. Je reviens juste sur la stratégie Thierry Mariani. Moi, il me semble que finalement, après coup, c'est pas si idiot, parce que ce petit télégraphiste du Kremlin, comme l'a appelé Raphaël Glucksmann pendant le débat, ça a un peu purgé le truc, parce que derrière, on a Jordan Bardella qui est en train d'expliquer qu'il y a eu une évolution du Rassemblement national vis-à-vis de la Russie, mais pas seulement. Il parle d'erreurs collectives. Il parle justement, par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a vu de la Russie, qu'on a été un petit peu naïf collectivement, c'est-à-dire qu'il met le RN et tout le monde dans le même bateau. C'est assez intelligent en disant on a bougé, oui, on a bougé, et je pense que ça c'est entendu. Et d'autre part, moi il me semble qu'il y a une question plus importante, c'est dans l'explication d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas la stratégie vers la victoire. C'est quoi la victoire de l'Ukraine? Aller se battre. Je pense que c'est inquiétant pour une population de se dire on envoie, mais on envoie jusqu'où? Et qu'est-ce que c'est le but? Parce qu'on sait bien que ça va être compliqué, que l'Ukraine regagne tout. On n'a pas eu la stratégie véritablement, donc c'était pas en effet très explicite. Alors on ouvre ce dernier chapitre même si on l'a évoqué, évidemment, sur cette campagne des élections européennes, parce que Céline Bragg, dans ce baromètre Doxa, vous avez testé les principales têtes de liste. Alors peut-être un mot de méthode déjà, de quoi on parle? Ce ne sont pas des intentions de vote, que les choses soient claires. Alors c'est notre traditionnelle question sur l'adhésion et le rejet. C'est-à-dire qu'on pose tous les mois une question sur une vingtaine de personnalités politiques et on demande aux Français s'ils ont de la sympathie pour eux. D'abord, s'ils la soutiennent, c'est le plus fort. S'ils ont de la sympathie, c'est un petit peu moins fort. Et enfin, s'ils la rejettent ou bien s'ils sont complètement indifférents. Et à partir de là, on dresse notre palmarès de l'adhésion. Cette fois-ci, donc là, on a testé toutes les personnalités. Vous avez testé toutes les personnalités et également les principales têtes de liste. Et donc on trouve un Jordan Bardella qui arrive en tête au palmarès de l'adhésion. Donc voilà. Et c'est pas une intention de vote parce que chaque personnalité, les gens donnent leur opinion. Donc c'est pas testé en concurrence. Ce ne sont pas des intentions de vote. C'est pour cela que Jordan Bardella est juste devant Marion Maréchal Le Pen qui dans les intentions de vote est pour le moment bien en deçà. Bien sûr. Donc si on est sur le classement, Jordan Bardella est très largement en tête, c'est-à-dire qu'à la fois, il a une cote d'adhésion qui est forte, 33%, et une cote de rejet, 41%, qui fait que sur l'indice, on est sur un indice négatif, moins 8, mais qui est beaucoup moins négatif que les autres personnalités. D'accord, Marion Maréchal, elle est à moins 12, si je veux, moins 22. Moins 22, donc vous voyez, elle est très loin parce qu'elle est moins soutenue et plus rejetée. D'accord, Raphaël Glucksmann, il est à moins 18. C'est ça? Voilà, exactement. De faire les maths. Moi, c'est bien parce que moi, j'ai les réponses sous les yeux, donc je peux faire la maîtresse d'école en vous disant bien ou pas. Donc devant Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, qui elle est à moins 22, Valérie Hayé, moins 23, et devant François-Xavier Bellamy et Marie Toussaint. Alors si on s'arrête un peu sur Valérie Hayé, le problème qu'elle a, elle, principalement, c'est, vous voyez, la barre noire, 55% de Français qui, pour le moment, expriment de l'indifférence pour elle. Alors, c'est pas nouveau non plus qu'aux européennes, on n'en voit pas forcément des gens extrêmement connus. C'était déjà le cas lors de la dernière élection, les dernières élections européennes. Mais elle a vraiment du mal à faire la différence. Et mais dans pour les intentions ceux qui de la vote, connaissent, vous voyez, il y en a quand même 3 fois plus de gens qui la rejettent que de personnes qui la soutiennent. Mais il y a pas mal de sondages, évidemment, qui paraissent sur les intentions de vote. On voit quand même que l'écart entre la liste Bardella et la liste Valérie Hayé est en train de se réduire un tout petit peu. Très très peu, parce que dans les dernières intentions de vote, vous voyez, on était, la dernière c'est IFOP me semble-t-il, on est à 21% pour Valérie Hayé, 30% pour Jordan Bardella. Donc elle prend en effet plus 2, mais Jordan Bardella continue lui à augmenter aussi à plus 1. Il y avait eu des 31-18
18, donc on peut considérer que ça se réduit un tout petit peu. Et 21%, elle commence à être dans les étiages, effectivement, du score d'il y a 5 ans. Donc c'est bon, on verra bien. Mais comment vous évaluez peut-être le choix de Valérie Ayé? Alors bon, ça commence à dater un peu, peut-être un peu. Mais si on regarde d'autres personnalités soi-disant plus identifiées ou plus connues du grand public, aurait-elle fait mieux? Aurait-elle une cote d'adhésion beaucoup plus C'est précisément ce que j'allais vous dire. Alors, dans le graphique que vous projetiez à l'instant, effectivement, on voit que l'indifférence, alors elle frappe Valérie Ayé que personne ne connaît, mais ça je dirais que c'est le lot commun de tous les députés européens qui en général sont très peu présents en politique nationale et donc qui bénéficient d'une très faible notoriété chez nous. Elle a la réputation d'avoir été très sérieuse, très bosseuse, mais du coup enfermée à Bruxelles et à Strasbourg, donc il est évident que personne ne la connaît chez nous. Je note que Raphaël Glucksmann, en termes d'indifférence, est à peu près au même score en réalité que Valérie Ayé. Alors que Glucksmann, me semblait-il, avait un niveau de notoriété un peu supérieur. Avec déjà une campagne à son actif il y a 5 ans. Il a déjà été tête de liste il y a 5 ans. L'indifférence, ça ne veut pas forcément dire que vous ne le connaissez pas. Ça veut aussi dire que vous ne suivez pas vraiment ce qu'il fait et vous n'avez pas vraiment d'opinion sur lui. Absolument. Mais du coup, je dirais que je n'ai pas vu de handicap particulier s'agissant de la tête de liste Renaissance par rapport à un certain nombre d'autres. Et les autres noms qui avaient été cités? Et oui, et j'allais justement dire ça. Alors, pardon, c'était la concurrence, mais je me souviens d'un sondage IFOP où Valérie Ayé était déjà testée avant d'avoir été officiellement désignée tête de liste, et du coup, elle était testée au même titre que Julien de Normandie, qui à l'époque faisait vaguement office de favori, et Clément Beaune. Et je me souviens que les trois étaient exactement au même niveau. C'est-à-dire que 2 ministres sortants, ou à peu près censément un peu plus connus que cette députée européenne totalement inconnue, ça donnait à peu près le même score. Oui, mais ce qui signifie qu'il n'y a pas de plus. Et Renaissance a besoin de plus. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir avoir un candidat qui lui permette de creuser, ou plutôt de rattraper l'histoire avec le Rassemblement national. Ça, c'est un sujet. Ça, et en sûr. effet, vous avez raison. Pour le moment, tous les candidats ou candidats putatifs ne font pas... Parce qu'Emmanuel Macron n'en veut pas. Parce qu'il considère qu'il est, lui, le chef de la campagne. Enfin, il le dit, me semble-t-il, assez ouvertement. Il avait fait un choix similaire avec Nathalie Loiseau à l'époque. Emmanuel Macron considère, il a d'ailleurs certainement pas totalement tort de ce point de vue-là, que les Françaises détermineront en ce qui concerne la liste Renaissance essentiellement par rapport à lui, ce qui est logique. Il est le président en exercice. Donc de toute façon, une élection quelle qu'elle soit, et même si elle ne porte pas sur un enjeu national, est toujours un moyen pour les Français de se prononcer et avec aussi un engagement sur la politique nationale. Avec un engagement européen de sa part qui est cohérent depuis plusieurs années. Ça, on ne peut pas lui retirer. Il y avait notamment le discours de la Sorbonne. Un peu comme celui de Bruno Le Maire sur les finances publiques. Oui, dans les mots, oui, dans la réalité, non. Parce que moi, non, pardon, mais moi je crois à l'Europe et je pense que précisément quand on croit à l'Europe, c'est être capable de respecter l'Europe dans ses différences. C'est pas juste parce qu'on dit je suis pro-européen, je n'ai pas l'impression que nos partenaires européens aient beaucoup de respect pour la France à l'heure actuelle. Donc il suffit pas de dire je suis européen pour de facto être européen. Non, mais c'est pas juste un détail parce qu'on peut. Il y a différentes. Moi je trouve choquant le monopole que s'arroge Emmanuel Macron sur bien des choses, que ce soit sur l'Europe ou le monopole de la raison. Il y a différentes manières d'être européen. On peut être européen comme Pedro Sanchez ou européen. Même Viktor Orban dit qu'il est européen. Ça n'est pas la même chose. Et donc essayer de faire croire qu'il y aurait un seul contenu possible au fait de soutenir le projet européen, ça me paraît une escroquerie intellectuelle et politique. Mathieu, il fait peu de doute qu'Emmanuel Macron s'investira directement ou indirectement dans la campagne, avec le risque final que s'il y a 10 ou 12 points d'écart et 10 ou 12 points d'avance pour Jordan Bardella, il fera évidemment les frais très directement de cela, a fortiori s'il est très impliqué dans la campagne. Vous montriez tout à l'heure la photo du débat, et donc des têtes de liste ou à peu près, sauf Thierry Mariani. Je trouve que ça donne à voir quand même quelque chose d'intéressant. On a Emmanuel Macron à l'Élysée, on a Gabriel Attal à Matignon, et avec cette photo des têtes de liste, on voit qu'il y a quand même un rajeunissement net en fait de notre classe politique et du débat politique. Et là, pour le coup, on a en plus une jeunesse qui n'est pas synonyme d'inexpérience, parce que la plupart d'entre eux sont, j'allais dire des redoublants, en tout cas des sortants. Ils ont déjà une expérience de député européen ou d'engagement en Europe, ce qui pourrait donner peut-être, espérons-le d'ailleurs, un débat sur les enjeux des européennes qui soit un peu moins politicien que d'habitude et un peu plus ancré sur le fonctionnement réel des institutions européennes et les enjeux réels. Voté ou pas, comment ils ont mis en place des alliances ou pas au niveau européen. Effectivement, c'était l'un des axes du débat qu'on a diffusé. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat et à bientôt sur Public Sénat.